député de Québec solidaire Haroun Boisie est sur la sellette après des commentaires qu'il a fait devant une association maghrébine. Construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. C'est le multiculturalisme dans son horreur, si je peux dire. On a dit qu'il est maladroit, mais c'est pas ça qui est... Pas d'être maladroit. Oui, c'est maladroit, mais c'est bien plus grave que ça. C'est pas responsable. Dans leur proposition, ils disent qu'il n'y a pas de député raciste. Bien, ils viennent dire qu'ils disent des choses prônant le racisme. Ça tient pas. Ça fait une semaine que j'écoute les débats sur l'affaire Boisie. Puis je me pose beaucoup la question autour de est-ce qu'on en parle bien? Parce qu'on a tendance à dire que d'un côté, mettons, la version la plus soft, c'est que bon, ça a été maladroit mais exagéré, qu'il y a un fondement de vérité, puis de l'autre côté, que c'est une dérive woke, néo-progressiste qui empêche les débats démocratiques. Parce que le fil de la race est appliqué partout, alors que c'est pas ça dont on parle. On parle par exemple d'immigration ou d'intégration. Puis dans tout ça, j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté de, finalement, le message, le messager, puis qu'on se pose pas la question de est-ce que fondamentalement, à un degré ou un autre, Haroun Boisie a-t-il raison? Puis pour ça, j'ai envie de vous faire partir avec moi dans le passé, à une époque de ma vie où je faisais de la recherche. On revient en 2017, et il y a 2 événements cette année-là que je trouve très importants. Le premier événement, pour moi, c'est donc la recherche qu'on a produite avec les collègues et amis Jean-Philippe Beauregard et Renaud Drolet. On s'est posé la question de est-ce qu'il y a une discrimination raciale à l'embauche? Donc, si j'envoie les CV, à CV égal, est-ce que si je m'appelle par exemple Gabriel, j'ai plus de chances d'être rappelé que si je m'appelle Fatima ou Mohamed? Alors, on fait ça, pendant des mois, on envoie des centaines de CV, et à la fin, en compilant les données, on arrive à la conclusion qu'effectivement, il y a un traitement différencié, et pas un peu. Tu as 2 fois plus de chances de te faire rappeler si tu t'appelles Gabriel que si tu t'appelles Mohamed ou Fatima. Ou peut-être même Haroun. Donc pour moi, ça donne un exemple assez concret que même quand on dit qu'au Québec, on est moins raciste qu'ailleurs, que c'est pas si pire, puis je suis d'accord, ça veut pas dire que ça va nécessairement bien. C'est pas parce que c'est mieux qu'ailleurs que c'est bien. Mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on en parle? Puis mon deuxième événement de 2017, c'est exactement un exemple de ce problème-là de on n'est pas vraiment capable d'en parler. L'autre événement de 2017, ça a été la table de concertation sur le racisme systémique. Une initiative qui est venue de l'aile jeunesse du Parti libéral, puis qui se posait la question de on peut-tu regarder ces événements-là, ces choses-là, comme par exemple la discrimination raciale à l'embauche, comme par exemple ce qui se passe au SPVM. Malheureusement, la table de concertation a été transformée en forum de la valorisation de la diversité. Et une des raisons évoquées par les oppositions, c'était qu'il fallait pas faire le procès des Québécois. Il fallait surtout pas que quelqu'un pense qu'on était raciste. Des fois, j'ai l'impression qu'on traite le sujet de la même manière que quelqu'un en couple traite une critique. Comme si une fille disait à son chum « Hey, j'ai vraiment pas aimé ça quand t'as levé le ton, je me sens pas en sécurité. » Puis que le chum répondait « Bon, tu me fais donc bien sentir mal. » Mais dans le cadre d'un couple, on dirait qu'on est capable de comprendre que faudrait que le gars prenne un temps de comprendre d'où vient sa colère, pourquoi est-ce qu'elle sort de cette manière-là, puis en quoi est-ce qu'il peut rendre sa relation plus saine avec sa blonde. Et quand il est temps de parler de racisme, notre priorité, avant tout, c'est de pas sentir qu'on l'est. Puis je pense qu'un des enjeux principaux autour de cette question-là, c'est que la première chose qui nous vient en tête quand on parle de racisme, c'est des images extrêmes. C'est naziste, c'est Ku Klux Klan. C'est des propos horribles à l'endroit de personnes provenant de différentes situations. Puis je pense que pour la quasi-totalité des gens au Québec, on se reconnaît pas là-dedans. Fait que vu que le mot racisme nous amène à nous voir comme ça, dans cette extension-là, on n'est pas capable de prendre peut-être la mince partie de préjugés qu'on peut avoir, puis qui mènent à des comportements différenciés qui s'accumulent dans le contexte social, comme par exemple, pas prendre des CV de gens qui appartiennent à la culture maghrébine, ou c'est pourquoi on arrête plus de personnes noires, par exemple, au SPVM, ou le fait qu'on prend pas au sérieux les personnes autochtones quand ils parlent de leurs problèmes de santé. Tous ces petits biais cognitifs-là, qui ont une tendance à ne peut-être pas comprendre l'autre aussi complètement que ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui nous ressemble plus, que ces choses-là s'accumulent, puis que quand vient le temps de faire des statistiques, puis quand vient le temps d'appartenir à ce système-là, la personne que t'es quand t'es autochtone, noire, maghrébine, est moins bien traitée.
Fait qu'en 2017, on a transformé la table de concertation parce qu'on voulait pas faire sentir les Québécois racistes. Parce que, ben honnêtement, électoralement, c'était pas vendeur. Ça avait été bien perdant pour la partielle dans Louis Hébert. Parce que, somehow, au Québec, des partiels dans Sainte-Foy, ça dicte nos politiques publiques. Allô, le troisième lien. Fait que je pense qu'on peut dire que il peut y avoir un racisme sans qu'il y ait des racistes, du moins pas ceux dont on a l'intuition. Juste nos petits inconforts, nos petites incompréhensions, juste nos petites affaires qui nous mènent à pas traiter ou à pas comprendre l'autre exactement comme on se comprend nous. Mais là vient le temps de se poser la question, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on participe à construire ça? Qui va me permettre de vous exposer l'impact des nouveaux arrivants. Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que les immigrants ont le dos large et qu'il entend des propos racistes régulièrement. Puis je ne veux pas reformuler ses propos, mais sur le fond, c'est ça qu'il dénonce. Quand vient le temps de parler d'immigration, même les gens qui condamnent les propos d'Arun Boisy sont quand même d'accord, en partie, pas tous, qu'il y a une exagération autour de la rhétorique des immigrants responsables de tous les problèmes au Québec. Que ce soit les services publics, comme la DPJ, que ce soit la santé, le logement, ben, on vient mettre ça sur le dos de l'immigration. Puis je suis pas là pour vous dire qu'il n'y a pas d'enjeu autour d'une immigration trop forte. À peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Mais vous trouvez pas ça étrange que chaque fois qu'on a un problème, ce soit eux qui en soient responsables? Factuellement, on peut se dire que c'est vrai que l'immigration excessive contribue à une surcharge du réseau. C'est pas faux. Et donc, ce serait terrible de supposer que ce serait raciste de mentionner ça. Puis ça, je suis d'accord. C'est pas raciste de parler des enjeux d'immigration. Mais là où je me dis qu'il y a peut-être ça, une construction de l'autre, qui nous le met comme dangereux ou inférieur, c'est dans le fait que tous les autres éléments qui contribuent à ces mêmes enjeux-là, ça, on n'en parle pas. Bon, évidemment, il y a des trucs très clairs comme le 100% des problèmes de crise de logement sont causés par l'immigration, qui, je pense que ça peut être difficilement plus clair dans ces enjeux. Mais si vous demandez à n'importe quel démographe ou économiste, ben, c'est assez prévisible que le milieu de la santé allait être surchargé parce qu'on a, par exemple, un vieillissement de la population concret. Mais c'est drôle que quand on parle, par exemple, de la surcharge du réseau de santé, on parle pas de vieillissement de la population. On parle pas des mesures d'austérité qui ont lieu depuis une quinzaine d'années, qui ont affaibli le système. On parle pas du fait que ça fait 25 ans qu'on réduit avec une certaine régularité les impôts, qu'il y a une augmentation de l'inégalité entre le patrimoine des Québécois les plus riches et les plus pauvres. On mentionne à peine ces enjeux-là dans la sphère politique, alors qu'ils font clairement partie des raisons pour lesquelles ces problèmes-là existent. Et au-delà du fait qu'on parle des immigrants presque étant uniquement la cause de tous ces enjeux-là, on ne parle pas du fait qu'eux aussi, ils contribuent à donner des soins, à produire pour le Québec. C'est aussi nos préposés aux bénéficiaires, nos médecins, nos infirmiers, nos techniciennes en éducation spécialisée. C'est des gens qui travaillent dans nos industries, qui remplissent un besoin du marché de l'emploi. Ils font pas rien, ils font pas juste exister et prendre ce qui nous appartiendrait. Moi, quand j'entends construire un autre inférieur et dangereux, je pense que ça réfère à ça. À des gens qui, à l'époque, ils venaient nous voler nos jobs, là, ils viennent nous voler nos services. Ils viennent nous voler nos logements. Puis je pense que quand vient le temps de parler de construire un autre qui est dangereux ou inférieur, il y a un peu de ça, non? De les voir comme des gens qui prennent mais qui donnent pas. Comme si les immigrants contribuaient pas au Québec. Sauf par leurs problèmes. Je pense qu'on les voit comme inférieurs au sens que quand nous, on leur fait vivre quelque chose de négatif, quand nous, on les dépeint mal, ben c'est moins grave que si nous, on est mal dépeints. Regardez la différence entre ce que Arun Boisy a fait et ce que Jean Boulet a fait. Rappelez-vous, en 2002, Jean Boulet avait dit que 80% des immigrants ne parlaient pas le français, ne travaillaient pas et n'adhéraient pas aux valeurs québécoises. Ça, c'est un événement auquel on a référé quelques fois dans les dernières semaines autour de la question d'Arun Boisy versus Jean Boulet. Puis souvent, on nous dit que Jean Boulet s'est excusé, puis qu'il y a eu une conséquence. Ça a été quoi la conséquence de Jean Boulet? Il pouvait plus être ministre de l'immigration, puis il est devenu ministre du travail. Fait que quand tu dis quelque chose de aussi clairement raciste et xénophobe, parce qu'il n'y avait rien de vrai dans ce qu'il dit. Fait que lui, là, si ça pour moi c'est l'exemple le plus clair de construction
de l'autre. L'immigrant vient chez nous pour prendre, il essaie pas de s'intégrer. Il essaie pas d'adhérer à nos valeurs. Il est différent. Si ça, c'est pas une construction de l'autre, je sais pas c'est quoi. Puis la conséquence pour Jean Boulet, ça a été d'être ministre du Travail. Puis les gens disent ça, là, sans rire, que la conséquence pour Jean Boulet d'avoir dit quelque chose de raciste et xénophobe, c'est d'avoir un des plus hauts postes au Québec. Puis pendant ce temps-là, Arun Boisy qui décrit quelque chose de grave, qui me semble pas être totalement une lubie. Probablement que c'est exagéré dans le fait que c'est probablement pas tous les jours, je sais pas, je suis pas à l'Assemblée nationale. Mais même si c'est exagéré, ça parle de quelque chose de vrai. Puis je vous dis pas que je suis d'accord avec la manière dont Arun Boisy a fait de la pédagogie, puis la manière dont il l'a exprimé. Je pense sincèrement, puis c'est pas une ligne de com pour moi, je pense que c'était maladroit, exagéré. Mais lui, on demande à ce qu'il soit retiré de ses fonctions, qu'il quitte le caucus. Jean Boulet, on y offre un ministère. Puis même avec tout ce que je viens de vous dire, on passe à côté de la vraie question de pourquoi Jean Boulet il a fait ça. Ça se peut-tu que ça soit rentable politiquement de créer cet autre-là, que ça soit bon pour les élections, que de faire porter le blâme sur quelqu'un d'autre qui est amorphe, qui est plus difficile à comprendre, pour lequel développer une empathie demanderait un petit peu plus d'effort, que ce soit juste bon pour les sondages. Parce qu'un autre argument que j'entends depuis le début de tout ça, c'est qu'il faut pas faire de procès d'intention. Qu'il faudrait pas présumer que justement il instrumentalise un certain racisme ou une certaine xénophobie pour son gain personnel. Mais c'est drôle parce qu'on n'a aucun problème à faire ça pour tous les autres enjeux, de présumer de l'intention d'un politicien. Parce qu'on est capable de caler la bullshit quand on la voit ailleurs. Quand François Legault est venu nous dire qu'il fallait un troisième lien parce qu'on n'avait pas un assez bon ratio de ponts par million d'habitants, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas fait un procès d'intention à François Legault, avec raison. Parce que c'est clair. Quand vient le temps de pointer l'incohérence entre des discours sur, par exemple, la loi de la laïcité, où d'un côté, on me dit que un turban ou qu'un hijab, ça affecte la laïcité de l'État. Ça pourrait amener à une certaine normalisation des valeurs religieuses chez les enfants. C'est dangereux. Guy Rocher disait qu'il fallait appliquer le principe de précaution, parce qu'on n'a pas d'exemple de jeunes convertis, mais il faut faire attention. Mais quand vient le temps d'enlever les crucifix à l'Assemblée nationale ou sur nos écoles, parce que moi, par exemple, Sainte-Geneviève, là où j'allais quand j'étais jeune, il y a une grande croix à la porte d'entrée. Prends 6 pieds de haut. Ouais, mais c'est notre patrimoine. Ça se peut-tu qu'on soit en train de décrire une religion plus dangereuse qu'une autre? Puis en plus, quand vient le temps d'appliquer cette loi-là, on le fait sous la clause dérogatoire qui empêche les tribunaux de se poser la question si ça porte atteinte à des droits fondamentaux. On suspend la balance du pouvoir qui est supposée empêcher le législatif puis l'exécutif d'enlever des droits fondamentaux quand vient le temps de l'appliquer pour les gens d'une autre culture. Ça se peut-tu que ce soit qu'on les considère comme inférieurs, ayant juste un peu moins de droits? Encore une fois, pas Allemagne nazie, là. Juste moins. Juste un peu moins. Moi, j'avais beaucoup de préjugés par rapport aux musulmans, par rapport à leurs intégrations, par rapport à ce que je croyais qu'ils voulaient nous imposer. C'était qui ces gens-là? Puis avec tout ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux, même dans les médias, j'ai vraiment atteint un niveau de dire faut que je fasse quelque chose. Ben, ce quelque chose-là, c'était justement d'aller à leur rencontre. Moi, cette histoire-là, elle me fait capoter parce que c'est un citoyen là, qui a décidé d'aller en voir d'autres des citoyens pour apprendre à les connaître parce qu'il sentait qu'il avait construit l'autre. Mais d'où elle venait son histoire? Ben c'est ça, c'est le discours médiatique autour de ces enjeux-là et politique. Où on fait dans le sensationnalisme, puis on fait dans l'électoraliste, parce que c'est rentable, soit économiquement, soit politiquement. Puis ça crée des gens comme Michel Jacques. Puis heureusement, quelqu'un comme lui a réussi à surpasser. Mais ça se peut-tu que tout le monde n'ait pas l'opportunité de faire ça? Tu sais, le racisme, c'est un peu comme l'histoire de la conduite automobile. Si tu demandes aux gens, est-ce que ça conduit mal au Québec? Tout le monde te répond, ben oui. Mais si tu demandes à tout le monde, est-ce qu'eux sont des bons conducteurs? Ils vont tous te répondre que oui. Il y a de la mauvaise conduite au Québec. Il y a juste pas de mauvais conducteurs. Ça se peut-tu qu'on soit en train de se dire ça avec le racisme? Puis qu'on devrait tout faire un petit peu plus comme Michel Jacques. Puis se poser des questions de ces petites affaires-là. Cette petite partie de nous qui a un biais. Qui ignore la réalité de l'autre. Ça se peut-tu qu'elle nous influe? Des fois. Puis ça se peut-tu que ce soit un outil utile pour la politique?